Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Le président sud-soudanais appelle les factions rivales du parti de son adjoint à la paix. Il a rencontré mardi Riek Machar. Des centaines de femmes et filles violées au Tigré, d'autres réduites en esclavage sexuel, révélation de Amnesty International. L'ONG indique pour auteur de ces actes les troupes éthiopiennes et érythréennes. Une fédération ivoirienne de football inactive dans la défense de l'intérêt des footballeurs, c'est ce que dénonce Didier Drogba. Il démissionne de son poste de vice-présidence. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a exhorté à la fin des violences entre factions rivales du parti du vice-président Riek Machar. Il a fait cette exhortation à l'issue d'une rencontre ce mardi avec Machar. Suivons. À l'issue d'une rencontre ce mardi avec Riek Machar et d'autres membres de son cabinet, le bureau du président Salva Kiir a appelé dans un communiqué à la cessation immédiate des hostilités entre factions internes rivales du parti du vice-président sud-soudanais. Il a lancé cet appel après les combats meurtriers le week-end dernier entre les deux camps. En effet, des affrontements meurtriers ont éclaté samedi dans le Haut-Nil entre factions rivales du SPLA-IO, la branche armée du parti SPLM-IO de Riek Machar, quelques jours après l'annonce contestée de son éviction en tant que président des deux entités. Les alliés de Riek Machar dans le parti avaient alors dénoncé un putsch raté. Les deux camps se sont rejetés la responsabilité de ces combats qui ont fait au moins 32 morts. Le président sud-soudanais Salva Kiir a aussi exhorté le gouvernement à faire avancer la formation d'un commandement unifié des forces armées, une composante clé de l'accord de paix qui, selon Riek Machar, est contestée par ses ennemis. Ce lundi, l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, qui regroupe 7 pays de l'Est africain, a appelé le mouvement de Riek Machar à ouvrir les voies du dialogue pour régler les différends de manière pacifique afin de sauvegarder la mise en œuvre de l'accord revitalisé qui a mis fin en 2018 à la guerre civile. Les Zambiens doivent décider demain jeudi, lors d'un vote qui s'annonce serré, s'ils veulent réélire le président Edgar Lungu. Ce dernier est décrié pour sa politique économique jugée défaillante et son intransigeance à l'égard de l'opposition. À quelques heures de la présidentielle, le Front patriotique, le parti au pouvoir en Zambie, a dit n'avoir aucun doute quant à la victoire du président Edgar Lungu. Il va remporter l'élection haut la main, a affirmé Antonio Mwanza, un porte-parole du Front patriotique. Compte tenu du leadership du président Edgar Lungu envers le peuple zambien, nous n'avons aucun doute que le président Lungu remportera les élections jeudi sans conteste. Il n'y aura pas de nouveau scrutin, rassurez-vous. Il n'y aura pas de gouvernement d'unité nationale non plus. Le président remportera l'élection haut la main. The president will win the elections outrightly. Nous attendons des perdants de ces élections, les opposants, je veux dire, qu'ils soient assez magnanimes, assez patriotes pour accepter leur défaite. Et que si quelqu'un a des problèmes avec le résultat des élections, qu'il ne se trompe surtout pas d'option. Notre nation dispose de suffisamment de voix dans le système juridique pour contester le résultat de toute élection devant les tribunaux. Nous avons également constaté que l'opposition utilise la violence comme une arme stratégique pour tenter de saper le processus électoral, mais aussi pour intimider notre peuple afin qu'il ne se déplace pas en nombre pour aller voter. Nous voulons appeler tous les Zambiens,
tous les électeurs inscrits dans ce pays à ne surtout pas se laisser intimider. Le principal rival du président sortant, âgé de 64 ans, est son opposant historique, un richissime homme d'affaires autodidacte. Aikende Hichilema, âgé de 59 ans, s'est incliné de justesse à 2 reprises face à Lungu, réduisant même l'écart, la dernière fois en 2016. Les troupes éthiopiennes et érythréennes ont violé des centaines de femmes et filles dans la région en guerre du Tigré, imposant à certaines victimes esclavage sexuel et mutilation. C'est du moins ce qu'indique un rapport d'Amnesty International, publié ce mercredi. Le rapport de l'Organisation de défense des droits humains, établi à partir d'entretiens avec 63 victimes, documente des exactions pour lesquelles une enquête a été ouverte par les autorités éthiopiennes, avec à ce jour au moins 3 soldats condamnés pour viol et 25 autres poursuivis pour violences sexuelles et viol. Amnesty International rapporte que certaines rescapées ont été violées en réunion pendant qu'elles étaient retenues prisonnières pendant des semaines. D'autres ont été violées devant des membres de leur famille et certaines disent avoir eu des objets comme des clous et du gravier introduits dans leur intimité, causant des blessures durables et peut-être irréversibles. La gravité et l'ampleur des crimes sexuels commis sont particulièrement choquants, passibles de crimes de guerre et possibles de crimes contre l'humanité, selon la secrétaire générale d'Amnesty, Agnès Calamard. L'ONG indique que les auteurs présumés des exactions sont issus des troupes de l'Érythrée voisine, qui a soutenu le Premier ministre éthiopien et les forces de sécurité et milices de la région éthiopienne d'Amara, voisine du Tigré. Selon le rapport d'Amnesty, des centres de soins au Tigré ont recensé 1288 cas de violence envers les femmes de février à avril 2021 et les médecins estiment que de nombreuses victimes ne viennent pas les voir. Avec l'intensification du conflit en Éthiopie, le bilan humanitaire est dramatique. Selon l'ONU, environ 400 000 personnes vivent dans des conditions de famine au Tigré, tandis que l'aide humanitaire peine toujours à arriver. Et toujours à propos de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé mardi tous les Éthiopiens aptes et majeurs à rejoindre les forces armées, alors que le conflit qui dure depuis 9 mois au Tigré s'est étendu ces dernières semaines à 2 régions voisines du nord du pays. C'est maintenant le moment pour tous les Éthiopiens aptes et majeurs de rejoindre les forces de défense, les forces spéciales et les milices et de montrer leur patriotisme, a déclaré dans un communiqué le bureau du Premier ministre, moins de 2 mois après avoir décrété un cessez-le-feu. Le conflit au Tigré connaît depuis fin juin un spectaculaire renversement de situation. Les combats ont débuté en novembre dernier après l'envoi par le Premier ministre Abiy Ahmed de l'armée fédérale au Tigré pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Selon le prix Nobel de la paix 2019, cette opération répondait à des attaques contre des camps de l'armée fédérale ordonnées par le TPLF. Abiy Ahmed a proclamé la victoire fin novembre après la prise de la capitale régionale Mekele. Mais le 28 juin, les forces rebelles pro-TPLF ont repris Mekele, puis une grande partie du Tigré les jours suivants. Après un cessez-le-feu décrété par Abiy Ahmed, officiellement pour des raisons humanitaires, et le retrait des soldats éthiopiens, les forces tigréennes ont poursuivi leur offensive vers les régions voisines de l'Amara au sud et de l'Afar à l'est. La semaine dernière, elles se sont notamment emparées de la ville Amara de Lalibela, qui abrite des églises classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans sa déclaration, le bureau du Premier ministre annonce que désormais les forces de sécurité ont pour instruction de mettre fin une fois pour toutes à la destruction menée par l'organisation traîtresse et terroriste du TPLF et les machinations étrangères. Mardi, un responsable d'un hôpital en Afar a indiqué qu'au moins 12 personnes ont été tuées et des dizaines blessées le 5 août dans une attaque contre des civils dans la localité de Galikoma. Selon le médecin, les survivants affirment avoir été visés par des combattants du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Les responsables du gouvernement régional de l'Afar ont évoqué, eux, un bilan d'au moins 200 morts à Galikoma qui n'a pas pu être vérifié de manière indépendante.
Au moins 42 personnes, dont 17 civils et 25 militaires, ont perdu la vie dans les incendies qui ravagent le nord de l'Algérie, notamment en Kabylie, ont indiqué plusieurs sources. Selon les autorités, il s'agit des feux d'origine criminelle attisés par un épisode de canicule. Reportage. Une cinquantaine d'incendies d'origine criminelle et attisés par un épisode de canicule ont débuté lundi soir dans le nord de l'Algérie, notamment en Kabylie, selon le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu accompagné d'une délégation ministérielle à Tizi Ouzou, l'une des villes les plus peuplées de la région. La radio publique algérienne a annoncé l'arrestation de 3 pyromanes à Médéa, où un incendie s'est aussitôt déclaré. Un 4e a été arrêté à Annaba. L'Algérie connaît un été caniculaire marqué par une raréfaction de l'eau dans le pays. Les services météorologiques prévoient des températures allant jusqu'à 47 degrés. Les incendies ont tué 17 civils à Tizi Ouzou et Sétif, selon un nouveau bilan annoncé par le Premier ministre dans la soirée. Le ministère de la Défense nationale a précisé que 14 autres militaires souffraient de brûlures à différents degrés. Leur intervention a permis de sauver des flammes 110 citoyens, hommes, femmes et enfants, selon un communiqué. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances sur Twitter pour les 25 soldats tués en tentant de secourir des personnes. C'est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que j'ai reçu la nouvelle du martyre de 25 membres de l'armée nationale populaire après qu'ils aient réussi à sauver plus d'une centaine de citoyens des flammes des incendies dans les montagnes de Béjaïa et de Tizi Ouzou. Face à ce terrible événement, nous nous inclinons avec révérence devant les mânes des fils vertueux de la nation. Mes condoléances à toutes les familles des martyrs, nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournerons, a écrit le président. Chaque année, le pays est touché par des feux de forêt. En 2020, près de 44 000 hectares de taillis sont partis en fumée. Les incendies qui se multiplient à travers le globe sont associés à divers phénomènes anticipés par les scientifiques en raison du réchauffement de la planète. L'ancien buteur vedette des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a officiellement démissionné de son poste de vice-président de l'Association des footballeurs ivoiriens. L'association de football donc en Côte d'Ivoire justifie cette décision par l'inaction de cette instance censée défendre l'intérêt des footballeurs du pays. Didier Drogba est, rappelons-le, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, FIF. C'est dans une lettre ouverte à la presse que l'ancien international a annoncé sa démission de son poste de vice-président de l'Association des footballeurs ivoiriens et par la même occasion de son comité directeur. Pour Didier Drogba, la FI, censée pourtant les représenter et défendre leurs droits et leurs intérêts, est à l'arrêt, ne répondant pas aux besoins et aux attentes des footballeurs ivoiriens. La FI est dirigée par un autre ancien international, Cyril Domoro, qui soutient la candidature d'Idriss Diallo, l'un des 2 adversaires de Drogba à la présidence de la FIF. Drogba accuse Domoro, le président de la FI, d'avoir signé divers pactes et conventions sans en avoir informé les adhérents et certains membres du comité. L'ancien capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire vise la présidence de la Fédération ivoirienne de football, dont les élections sont prévues en novembre. Pour rappel, la Fédération ivoirienne de football a été mise sous tutelle en décembre 2020 par la FIFA qui a installé un comité de normalisation pour tenter de régler une crise concernant sa présidence. Ce comité de normalisation du football ivoirien vise à choisir un président de la FIF sur le modèle de la Confédération africaine de football, dont le président est élu par ceux des 54 fédérations qui la composent, chaque fédération disposant d'une voix. Le 14 janvier, la sénatrice Mariam Dao Gabala, néophyte dans le monde du football, a été choisie par la FIFA pour présider le dit comité qui a pris ses fonctions le 21 janvier. Il comprend 4 membres chargés de gérer le football ivoirien jusqu'au 31 décembre 2021. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.